Lorsque les canons se sont tus à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et les soldats rentraient chez eux, l'explosion démographique a causé une grande demande dans le domaine du logement. Les nouvelles familles n'ont fait que souligner ce besoin depuis longtemps présent et que la crise économique puis la guerre avaient fait oublier. La guerre a aggravé le problème du logement dans les grandes villes. Les travailleurs venus de la campagne vers la ville ont augmenté les populations urbaines, et ces gens sont restés dans les villes après la guerre. La reprise des travaux dans l'industrie de l'automobile a semblé résoudre le problème de la congestion et de la croissance des centres-villes, en facilitant le voyage vers les banlieues, et en promettant de réaliser le rêve nord-américain par excellence, une maison par famille. Ce qui s'est produit cependant n'a pas été la réalisation de ce rêve, mais plutôt l'exportation des problèmes de la ville vers la campagne environnante. De plus, la métropole, en voie de croissance, a fait naître de nouvelles difficultés. Alors que les villes ont débordé, les municipalités avoisinantes n'ont pas pu fournir tous les services requis par l'arrivée soudaine de tant de gens. Des choses bizarres se sont produites. Le niveau hydrostatique a baissé et il n'y a plus eu d'eau dans les robinets. Les systèmes d'égouts n'ont plus fonctionné. Les écoles ont été surpeuplées. Il n'y avait aucune intégration des services municipaux à l'intérieur du cercle des banlieues. Les routes d'une municipalité se terminaient en cul-de-sac et reprenaient n'importe où dans la municipalité suivante. Chaque municipalité s'est occupée de ses propres services, ce qui a résulté en une duplication coûteuse. S'il y avait eu à l'époque un appareillage politique approprié, on aurait pu construire un poste d'incendie au lieu de 2, et les 2 municipalités ainsi servies auraient fait des économies importantes. Au Canada, ces problèmes ont nécessité toute une variété d'approches de la part des gouvernements locaux, en raison de la diversité des 10 provinces en ce qui concerne la géographie, les traditions culturelles et la pensée politique. Plusieurs villes nord-américaines faisaient face aux mêmes difficultés, lorsque la ville de Toronto et ses 12 municipalités environnantes ont fait l'essai, le premier du genre au Canada, d'un gouvernement métropolitain. Pourquoi Toronto? Pourquoi cette ville canadienne a-t-elle été la première à entreprendre le projet d'intégrer toutes ces municipalités en une seule région urbaine, alors qu'un tel besoin était beaucoup plus grand dans d'autres villes nord-américaines? Il y a eu un élément de chance, mais sans doute l'élément le plus important a été la Constitution canadienne, qui place les municipalités entièrement sous la juridiction des provinces. Les choses se sont précipitées à la fin des années 40, lorsque Toronto a demandé la permission d'annexer ses 12 municipalités. La plupart des municipalités se sont opposées à Toronto. D'une part, elles espéraient que le problème des services inadéquats serait en quelque sorte réglé grâce à des ententes entre elles. Et d'autre part, elles croyaient que l'annexion allait détruire leur structure locale. Dans le cas en question, le contrôle provincial exercé sur le destin des municipalités a été décisif. La province, autorisée d'agir comme médiateur et juge, a trouvé une solution vraiment innovatrice. En 1953, l'Ontario a créé le premier système de gouvernement métropolitain, comprenant 12 représentants de la ville de Toronto et un représentant pour chacune des 12 municipalités.
Ce système a réussi à préserver les traditions et l'identité des conseils municipaux, en leur permettant de s'occuper des besoins strictement locaux, alors que le conseil métropolitain s'est occupé de l'intégration des services essentiels à l'ensemble de la région. Parmi ceux-ci se trouve le réseau de transport public et la cueillette des ordures ménagères. Les municipalités se sont occupées des problèmes de zone et d'aménagement, des problèmes qui ne dépassaient pas leurs frontières. Le nouveau système a résolu la plupart des problèmes qui avaient nécessité sa création. Cependant, peu à peu, les citoyens ont senti que le gouvernement métropolitain répondait mal aux besoins locaux. Il faut bien se rappeler que le gouvernement métropolitain avait été créé pour s'occuper des besoins de 1953, qui étaient surtout ceux de l'intégration physique, des grandes structures, des grands travaux publics, tels la construction du premier métro au Canada. Tous des signes tangibles de l'efficacité du système métropolitain. Pendant les années 60, cependant, le peuple a voulu un retour vers un système plus humain. Les préoccupations concernant la qualité de la vie et l'environnement naturel ont réduit l'importance accordée à la croissance, à la grandeur. Ce changement des besoins physiques aux besoins sociaux a initié des débats qui ont contribué à transformer l'orientation de Toronto. Des programmes de construction d'autoroutes et de redéveloppement ont été abandonnés pour des raisons sociales et d'environnement. En fait, l'expérience du gouvernement métropolitain de Toronto a encouragé l'Ontario à restructurer le gouvernement municipal dans d'autres régions, intégrant les besoins physiques dans le contexte de nouveaux cadres de l'environnement social. L'expérience de Toronto a déclenché plusieurs autres expériences semblables dans le domaine de l'intégration sociale et physique, qui ont dépassé les frontières provinciales, amenant des changements dans d'autres centres, dont Winnipeg, une ville d'1,5 million dans la province du Manitoba. Ayant d'abord créé un système de double représentation fondé sur le modèle de celui de Toronto, la province du Manitoba, en 1971, a regroupé Winnipeg et ses banlieues. La ville et ses municipalités sont maintenant sous le contrôle d'un seul gouvernement, Unicité, le premier du genre en Amérique du Nord. Un des buts du plan Unicité était l'égalisation des charges fiscales. On a reconnu le fait que les services du centre-ville, ce théâtre par exemple, étaient utilisés par tous, non seulement par les résidents du centre-ville. Un taux d'imposition uniforme réduirait aussi la compétition entre les municipalités concernant l'imposition des revenus industriels. Les sites industriels pourraient alors être distribués d'une façon plus rationnelle. Le concept unicité a aussi reconnu le mouvement vers des objectifs sociaux. Alors, la province a pris certaines mesures visant à encourager un meilleur contact entre les citoyens et les représentants élus. La ville a été divisée en 50 quartiers, chacun comptant 10 000 habitants. Les quartiers ont ensuite été regroupés en 13 communautés, qui ont reflété la division traditionnelle de la région urbaine. Des comités de conseillers représentant les quartiers de ces communautés ont été formés. Leur tâche était de surveiller l'administration locale, la question des zones et la planification de la communauté. Les membres élus de chaque comité ont profité des conseils et de l'assistance d'un groupe consultatif formé de citoyens. De plus, chaque comité communautaire a servi de sous-comité au conseil central, de sorte que le groupe consultatif de citoyens faisait partie officiellement d'une structure qui partait des quartiers et rejoignait les plus hauts échelons du gouvernement municipal. Mais le fait de changer la loi n'a pas changé du jour au lendemain les traditions politiques. Il y a eu quelques résistances quant à l'allocation de fonds pour les groupes consultatifs de citoyens, ce qui a contribué à réduire leur efficacité et la participation officielle du peuple. Mais le passage du temps semble démontrer la sagesse de ce système.
En dépit de débuts difficiles, les gens commencent à se rendre compte que Unicité leur a fourni l'occasion de participer activement et efficacement et de les rapprocher de leur gouvernement. La plupart des Canadiens vivent maintenant dans des centres urbains, où d'une façon ou d'une autre, il y a une certaine intégration des services. Mais tous les Canadiens ne vivent pas dans les villes. Aussi, la province de la Colombie-Britannique a inauguré dans ses régions rurales une nouvelle structure régionale qui tient compte des avantages de l'intégration. D'abord, les régions rurales ont besoin d'une meilleure représentation politique. Les municipalités avaient déjà des conseils représentant les citoyens. Mais il n'y avait pas de représentants pour les gens vivant à l'extérieur de ces régions incorporées. Alors, à partir de 1965, des districts régionaux ont été établis en Colombie-Britannique. Dès 1968, la province avait été divisée en 28 districts régionaux. Comme l'illustre ce programme de districts régionaux, une région peut contenir divers types d'établissements humains, depuis les villes et municipalités incorporées jusqu'aux petits villages et régions rurales comptant très peu d'habitants. Pour la première fois, on a établi des frontières électorales dans ces régions rurales, leur permettant d'être représentés dans l'ensemble de la région, tout comme le sont les grands centres municipaux. Les activités du district sont coordonnées par le bureau régional de directeurs, membres élus dans le but de représenter municipalités et régions rurales. L'importance du vote d'un directeur est proportionnelle au nombre d'habitants qu'il représente. Les pouvoirs d'un district régional sont fondés sur le dialogue continu et sur les négociations entre le bureau de direction et les municipalités et régions électorales participantes. De très grandes variations quant à la géographie, l'activité économique et la population distinguent chacune de ces 28 régions. La province a reconnu ces différences et a accordé à chaque région des fonctions déterminées par les habitants de la région, en passant par les municipalités et les régions électorales. Il y a une grande flexibilité à l'intérieur des régions. Les frais d'un service qui ne profite qu'à une partie de la région sont défrayés par cette partie de la région. Ainsi, ce port de plaisance, qui ne sert que la région côtière du district, a peu d'intérêt pour les habitants de l'intérieur, et d'ailleurs, ceux-ci n'ont pas à en faire les frais. Cette entente flexible permet même aux plus petites communautés de choisir les programmes auxquels elles veulent participer. En profitant des projets régionaux coopératifs, elles jouissent de facilités et de services, tels ce système progressif de purification des eaux ou ce système de transport public que ces communautés ne pourraient jamais se permettre, isolées comme elles le sont. Ce genre de regroupement a créé le district régional de Nanaimo, un centre de récréation qui sert non seulement la région immédiate, mais qui attire aussi des visiteurs de partout le Canada. Le district régional de Vancouver est de beaucoup le plus grand en Colombie-Britannique. Il y a plus d'1 million d'habitants qui vivent dans 17 communautés différentes, dont la population varie de 350 habitants à 450 000. Les hôpitaux, les parcs, le logement, la planification régionale, l'approvisionnement en eau et le contrôle de la pollution de l'air existent tous en fonction des divers besoins des régions urbaines dont la densité est élevée et de régions rurales dont la densité est peu élevée. Ceci donne à Vancouver la plus grande diversité de tous les districts régionaux de la province.
Le concept du district régional a été développé afin de réduire le fossé existant entre les diverses municipalités et les besoins généraux de l'ensemble de la population, de sorte que les services puissent être offerts sans tenir compte des limites juridictionnelles, restrictives et souvent artificielles. Les districts régionaux de la Colombie-Britannique, l'unicité de Winnipeg, le gouvernement métropolitain de Toronto, tous les trois ont en commun le même objectif: fournir une forme plus efficace et plus compréhensive de gouvernement, sans pour autant sacrifier l'autonomie essentielle des communautés et de l'individu. Afin de maintenir cet équilibre dynamique, le gouvernement doit évoluer de façon à pouvoir s'occuper des besoins toujours changeants de l'âme.